Je vais vous dire un secret. Je me sens un peu comme un intrus ici aujourd'hui. J'ai vu des présentations par des gens qui sont hyper spécialisés, qui connaissent super bien leur affaire, qui démontent et remontent des montures, qui vont faire des voyages au pays de Trump, qui réussissent à capter des planètes entre deux nuages, qui font plein de choses astronomiques incroyables. Puis moi, je fais des choses assez simples. Alors, je remercie beaucoup Denis de m'avoir invité. Je pense que le seul mérite de ma présentation, peut-être pour la majorité d'entre vous, c'est peut-être de vous donner des idées qui vont vous aider à orienter, puis à aider des gens qui débutent en astrophoto. En leur disant, ben, j'ai vu un gars qui a parlé de telle affaire, puis pour lui, ça marchait bien, peut-être tu pourrais essayer ça, puis peut-être ça pourrait donner le goût d'essayer d'autres choses et de progresser. C'est assez humble ce que je fais. Puis en toute humilité, je vais vous présenter quelques petites choses que j'ai fait avec du matériel très simple. Ok, ma présentation s'intitule Grand bonheur dans les petits plaisirs avec un modeste télescope. Il s'agit essentiellement d'astrophotos planétaires et lunaires. J'utilise un Newton de 8 pouces, 200 mm. J'ai des idées, des techniques, des gratte-ciels que je vais vous présenter. Pour plusieurs d'entre vous, c'est des choses que vous connaissez déjà. Mon site d'observation est à Montréal, dans Pointe-aux-Trembles. C'est au bout de l'île de Montréal, complètement à l'est. Techniquement, c'est une zone rouge. Il y a un petit point bleu ici. Par contre, j'ai des choses qui me font sentir que je suis presque dans une zone blanche, là, quand même. Par exemple, j'ai des lampadaires devant chez moi qui sont assez puissants. Derrière la maison aussi, il y en a. J'ai des voisins qui sont assez brillants, qui aiment bien éclairer leur cour pour toutes sortes de raisons. Peut-être pas aussi pire que ça, mais c'est quand même assez brillant. En été, comme presque tout le monde en ville, j'ai des moustiques, j'ai des moufettes, des ratons laveurs, toutes sortes d'intrus qui viennent me visiter. En hiver, j'ai des voisins qui aiment faire des feux de foyer. À Montréal, les maisons sont proches. On ne peut pas empêcher les gens de vivre. Alors, il faut que j'essaie de viser à travers tout ça. Je ne vois pas l'horizon de chez moi. En général, il y a des maisons, des haies, des arbres qui me cachent. Donc, beaucoup de cibles ne sont pas visibles pour moi, elles sont trop basses à l'horizon. Je ne vois pas toujours Polaris. Okay? Alors, mon alignement polaire est assez souvent imprécis ou inexistant. Ça peut être un avantage. Comme Rock disait tantôt, il y a des fois, il y a un avantage à bouger les planètes de gauche à droite. Là. Moi, ça bouge tout seul parce que mon alignement polaire est souvent pas bon. J'essaie de voir de mon côté des choses dans tout ça. Là. Mon matériel, faire un historique avant ça. Avant j'ai eu du matériel. Je faisais ça avec mes yeux. J'ai commencé, j'ai eu la chance de travailler dans un camp de vacances dès que j'avais 16-17 ans. Puis j'ai commencé à observer le ciel là. C'était dans un lieu qui était vraiment noir. On était chanceux, on voyait beaucoup d'étoiles. Pendant toute ma vie, j'ai gardé un intérêt pour ça suite à ces événements-là. Puis quand mes enfants ont été assez grands, j'ai 3 enfants, on a décidé de s'acheter un télescope comme cadeau familial à Noël. C'était notre cadeau de l'année. Là. Puis on faisait ça en famille, c'était le fun. Puis quelque part dans ma tête, je me disais un jour peut-être que je ferai de l'astrophoto. À peu près une dizaine d'années plus tard, j'ai commencé à faire de l'astrophoto avec le même télescope. J'ai un seul télescope. Je vais décrire un petit peu le télescope et les caméras. Donc, c'est un Newton 200 mm, c'est le vieux modèle. C'est un tube bleu de Skywatcher, à l'époque où Skywatcher faisait tous les instruments bleus. J'avais acheté la monture venait avec, la EQ5, qui est une monture considérée comme une monture de base par plusieurs là, pour faire de l'astrophoto. C'est vraiment rien de très extravagant. C'est juste assez solide pour tenir le 200 mm. C'est le minimum, là, je pense. Là, je fais avec ça. J'ai commencé avec une point and shoot en 2012 devant l'oculaire. C'est pas très, très professionnel, c'est pas très avancé, c'est très débutant, mais je m'amusais bien. Je n'étais pas toujours dans le bon axe. Des fois, j'avais un côté de l'image qui était flou, l'autre côté il était au focus. Mais j'ai pratiqué, puis je me suis dit, je vais m'essayer avec ça, voir si j'ai de l'intérêt suffisamment pour acheter d'autres choses plus tard. Et là j'ai fait une folie. Je voulais faire des films pour faire du planétaire. J'ai pris notre vieux caméscope, puis je pointais ça devant l'oculaire, puis j'avais un truc pour le fixer devant l'oculaire. Puis je faisais mes films avec ça. J'avais un vignettage affreux, là, le caméscope, c'est pas fait du tout pour faire ça. Mais je m'amusais, puis j'avais du plaisir. Puis je pense que c'est ça qui est important. Hein. C'est ça qui nous lie tous ici aujourd'hui. Je pense qu'on a du plaisir à faire ce qu'on fait, peu importe le matériel qu'on a, peu importe nos ressources et le ciel qu'on a, l'environnement qu'on a. Je m'amusais bien, puis là, mon épouse a eu pitié de moi. Elle m'a dit, écoute, là, tu te casses la tête avec ça, à Noël, on va t'acheter une caméra.
J'ai commencé avec une DBK 21 AU618 de Imaging Source en 2013, la petite caméra bleue. Ça fitait bien avec mon tube bleu, c'était super cute. J'ai utilisé un an, j'ai bien aimé, je pense que je l'ai exploité pas mal à fond. Moi, quand j'ai des jouets, j'aime ça jouer avec jusqu'à temps que j'ai fait pas mal tout ce que je pouvais avec. Il y avait des limitations à cette caméra-là. À cette caméra-là, entre autres, il y avait un bruit de fond qui était assez indésirable, surtout avec le modèle que moi j'avais. Imaging Source avait fait 2 versions pour le firmware. J'avais la version qui était moins bonne pour ça. Ça m'agaçait. À un moment donné, j'ai voulu changer. J'ai acquis en 2016, au début de cette année, la petite ici 120MC, celle que Rock vous a décrit comme le vieux modèle. Moi, c'est ma nouvelle caméra. C'est avec ça que je m'amuse pour l'instant. C'est correct pour ce que je fais. Je m'amuse avec ça encore. Je pense que je vais m'amuser encore avec ça pendant un bout. J'ai beaucoup de plaisir avec, puis je découvre encore plein de choses avec cette caméra-là. C'est de ça que ça a l'air dans ma cour en hiver. C'est bien le fun, je m'amuse beaucoup. Vous voyez mon vieux tube bleu avec la petite caméra bleue. Pour ma tranquillité d'esprit, moi, je me suis fait un petit abri pour mon ordinateur. J'ai juste un ordinateur. Je veux le protéger, je veux le garder longtemps. Je n'ai pas pris de chance. J'ai une petite boîte là, que j'ai fait avec des velcro et un plexiglas devant pour le garder pas trop froid. Quand il fait moins 25, moins 30, là, je ne veux pas que mon ordinateur gèle. Ça me fait peur un peu. Puis il est tough, ça va bien. Je m'amuse bien avec ça. Vous voyez que j'ai une haie dans le fond de la cour. Ça génère beaucoup d'insectes. En été, c'est affreux. Donc, concernant les gratuiciels que j'utilise, c'est tous des programmes gratuits. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué que quelqu'un qui a un logiciel qui fait tout. Parce qu'il faut que je promène mes fichiers d'un programme à l'autre pour faire ce que je veux. Puis, je suis en apprentissage. Je me considère comme un débutant en apprentissage. Je n'ai pas une routine, je n'ai pas une recette que j'applique tout le temps. J'essaie des choses, je vois ce que ça donne, puis là, bon, je prends mon image, ok, je vais la mettre dans l'autre programme pour faire telle autre chose, et ainsi de suite. Fait que c'est assez variable ce que je fais avec ça. J'ai un certain plan que je vous ai mis à l'écran qui concerne l'essentiel de ce que je fais, mais dans ça, je me promène pas mal. Probablement, vous connaissez déjà plusieurs de ces logiciels, sinon tant mieux si je vous en apprends quelques-uns, l'existence de quelques-uns. Stellarium, que plusieurs connaissent, surtout, on l'utilise surtout pour, bien sûr, pour faire des prévisions, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à voir ce soir, où est-ce que ça va se trouver dans notre ciel. Une autre application de Stellarium dont je vais vous parler plus tard, ça peut servir à autre chose que de faire des petites prévisions comme ça, Stellarium. Mes captures, je les fais avec Fire Capture ces temps-ci, essentiellement. Dans mon cas, avec mon système, avec mon ordinateur, avec ma caméra, Fire Capture me permet de faire des captures plus rapides que SharpCap. C'est peut-être pas vrai pour tous les systèmes informatiques, mais dans mes mains, c'est comme ça. Donc, je fais la majorité avec Fire Capture, mais SharpCap, il y a un avantage pour moi. Avant de parler de SharpCap, ouais, souvent, ce que je vais faire, je vais faire un démosaïquage après les captures. Donc, je mets mon debugger à off. Je vois pas, autrement dit, je ne vois pas les planètes, par exemple, en couleur sur mon écran pendant la capture. Je les vois plus ou moins en noir et blanc. Mais mon ordinateur capture les couleurs, il se rappelle des couleurs, puis je peux les reproduire, les sortir par la suite là, en faisant le démosaïquage externe après les captures. Ça peut être une semaine plus tard, quand j'ai le temps, un mois plus tard, peu importe. Là. Souvent, c'est le lendemain parce que j'ai hâte de voir ce que ça donnait. SharpCap, je l'ai mentionné tantôt, qui est en bas de la flèche jaune. Là. Je l'utilise par contre quelquefois pour des objets moins intenses. Par exemple, récemment, Saturne était vraiment très pâle, c'est difficile. L'avantage que je trouve, moi, à SharpCap, même s'il fait des captures moins rapides, c'est qu'il me donne une plus belle image de l'écran, donc je peux faire un meilleur focus. Puis alors, ça m'arrive des fois que, par exemple pour Saturne, je vais faire mon focus avec SharpCap. Une fois que je suis au foyer, je vais retourner avec Fire Capture pour faire mes captures. Moi, c'est l'utilisation que j'apprécie de SharpCap ces temps-ci. PIPP, pour recentrer les images, c'est très pratique. Quelquefois, je fais un pré-traitement des couleurs avec PIPP aussi, ça m'ajuste un peu les couleurs pour que ça soit plus joli. Je l'ai utilisé surtout quand je voulais faire des GIFs animés, par exemple avec Jupiter et le mouvement des lunes autour de Jupiter, de chaque côté de Jupiter. PIPP permet de tout centrer ça par rapport à Jupiter, puis c'est plus facile par la suite de faire des GIFs animés qui permettent de voir le mouvement des lunes autour d'une Jupiter qui est centré sur l'image. C'est un logiciel que j'apprécie bien. Je fais tous mes empilements avec AutoStackert. Pour ça, je n'ai pas vraiment d'autres choix que j'apprécie. C'est celui que j'aime et que plusieurs utilisent. Le traitement aux ondelettes, j'ai mis ondelettes 3 petits points parce que je ne fais pas juste les ondelettes avec ces logiciels-là. Le
plus connu, que moi aussi j'apprécie le plus, c'est Registax. Registax ne fait pas juste du traitement aux ondelettes, il fait bien d'autres choses. Alors j'utilise aussi pour d'autres petits trucs pour améliorer mes images. Par exemple, ce que je fais avec Registax, c'est variable d'une fois à l'autre, dépendant de ce que l'image me donne, puis l'impression que j'ai en la voyant. Dans Registax, il y a plus ou moins 3 algorithmes qu'on peut utiliser pour faire le traitement aux ondelettes, le wavelet en anglais. Il y a un algorithme par défaut qui marche très bien. Il y en a un qui est gaussien, qui est un peu différent, un petit peu plus subtil. Moi, souvent, ce que je vais faire des traitements aux ondelettes avec tout. Je prends mon film avec le planétaire ou avec le lunaire. Je vais traiter aux ondelettes avec les 3 logiciels qui sont là. Puis pour Registax, je vais faire avec les 3 algorithmes. Puis souvent avec quelques paramètres pour chaque essai. Puis après ça, je regarde ça tranquillement, puis je choisis celui qui me paraît le meilleur à mes yeux, puis à mon opinion. C'est variable, c'est pas toujours la même recette qui est la meilleure à mes yeux. Ça dépend des fois. Il y a un autre algorithme qui est le Link Wavelet, qui est un truc plus puissant, puis vraiment assez sensible. Il faut y aller doucement avec celui-là, sinon ça dénature l'image assez facilement. Mais dans certains cas, c'est cette combinaison-là qui fonctionne le mieux pour moi. Iris a aussi un système d'ondelettes qui est assez bien. Moi, je trouve qu'il est moins puissant que ce que Registax peut faire, mais pour certaines images, ça m'est arrivé qu'il y a juste Iris qui me sortait une image que j'aimais vraiment. Alors, je pense que c'est bien de l'essayer et de pouvoir le tester dans certains cas. Là. Il y a un logiciel qui est vraiment pas connu qui s'appelle TIM, T-I-M, c'est pour traitement d'images. Ça a été développé par un Français qui fait de l'astronomie. En fait, tous ces programmes-là, je crois que ça a été créé par des astronomes amateurs qui voulaient que d'autres de leurs amis puissent s'amuser aussi. TIM, c'est Pascal Lemaître, un Français, qui a mis ça au point. Puis ce qui était le fun, c'est quand il a commencé à faire ça, il a fait un appel à tous, à des amateurs qui voulaient l'aider et donner leur opinion. Puis moi, j'aimais ça, je donnais mon opinion, puis il modifiait le programme selon ce que je lui disais. Puis il a fait ça avec d'autres aussi, puis on est une gang comme ça qui ont collaboré pour que ce programme-là soit développé. Il y a un traitement aux ondelettes, il y a toutes sortes aussi de petites applications pour modifier la luminosité, puis toutes sortes de choses sur les images. Et ça coûte rien, c'est le fun, c'est pratique, ça va bien. Donc moi, j'apprécie tous ces outils-là. Ça fait beaucoup de petits programmes à utiliser. Le petit icône en haut du bonhomme qui se casse la tête, c'était moi au début, je me cassais la tête pour savoir quoi faire avec tout ça, puis comment en tirer le mieux. Mais je veux dire qu'en gros, c'est à peu près ça que j'utilise, puis que j'apprécie vraiment. Les autres programmes que j'ai utilisés, il y en a que j'utilise à l'occasion, mais c'est assez rare. Disons, le plus gros de ma vie en traitement d'image, capture, traitement d'image, c'est avec ça. Okay, quelques petits points. Rock vous a bien mentionné que c'est important d'avoir un nombre de FPS le plus élevé possible. On veut figer les images quand on fait du planétaire ou du lunaire. On va essayer de battre la turbulence. 3 trucs que vous connaissez peut-être déjà, mais que moi j'ai découvert au fil du temps. Là. Je fais, comme j'ai mentionné, là, le démosaïquage, le debayering après la capture. Pour ma caméra DBK, c'était super important. Je n'arrivais jamais à monter à plus que 20-30 FPS là, si je voyais les couleurs pendant la capture à mon écran. En faisant un debayering externe, j'arrivais à monter jusqu'à 60 FPS. Avec ma caméra ZWO, je pense que c'est moins important. Mais je crois qu'il y a quand même un petit effet, alors je le fais quand même comme ça. Je suis habitué de le faire comme ça de toute façon. Je mets mon antivirus de mon ordinateur à off, puis je suis en mode avion quand je fais mes captures. Je n'ai pas de raison de me promener sur Internet puis de craindre qu'il y ait quelqu'un qui va attaquer mon ordinateur pendant que je fais ça. Donc je mets ça à off. Je me dis que si mon ordinateur il peut se concentrer à capturer des images avec ma caméra, ça va lui permettre d'aller plus vite puis de faire des FPS plus élevés. Alors je crois que ça aide un tout petit peu. Je ne suis pas sûr que l'effet est très significatif, mais je le fais quand même. Rock a mentionné ça aussi, là, c'est bien d'utiliser une région de capture, un ROI le plus petit possible. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire custom. Je vais l'ajuster autour de ma cible pour prendre le moins de noir possible autour, à moins que je prenne des lunes de Jupiter, disons quelque chose comme ça, les lunes de Saturne. Puis ça va dépendre beaucoup de comme j'ai dit au début, de mon alignement polaire. Si mon alignement polaire était vraiment pas bon, ben, je vais prendre un ROI plus grand parce que je sais que ma planète elle va bouger pendant ma capture. Là. Alors ça, c'est vraiment selon les soirs, là, je change à chaque fois, puis je m'ajuste pour la ROI, mais je la fais toujours le plus petit possible. Quelques détails utiles concernant mon équipement, puis des commentaires que vous pourriez faire à d'autres qui débutent, puis que ça pourrait aider. Mon porte-oculaire, moi, il n'est pas très stable. C'est un matériel de débutant, ça bouge, cette affaire-là. Là. Si je ne touche pas, il ne bouge pas.
c'est déjà bien. Mais si, disons, je fais ma collimation, je mets mon laser dedans, j'enlève mon laser, je le vire de bord, je remets mon laser dedans, je vais toucher au porte-oculaire, il va bouger. C'est pas beaucoup, c'est un petit cheveu, ça bouge, mais ça paraît, ça change ma collimation. Puis je suis plus collimaté une fois que j'ai enlevé et remis mon laser. Donc si j'enlève mon laser, je mets un oculaire ou une caméra, ben, c'est plus collimaté vraiment. Par contre, en observant mon affaire, je me suis rendu compte que si je pousse mon porte-oculaire dans une certaine orientation, j'enlève mes trucs et je les remets dedans, il ne bouge pas. Alors, le poussant, puis il retourne vraiment au même point, puis je fais collimater, enlever, remettre mon laser, et ma collimation est restée où elle était, c'est correct. Alors c'est ce que je fais. C'est une façon de travailler avec ce que j'ai, puis de l'exploiter au maximum, je pense. C'est plate de faire une collimation, puis de le faire après, ça ne sert à rien. Alors là, je m'en sors comme ça, avec le matériel de ce que j'ai. Des particularités hivernales concernant la collimation, là, je sais que plusieurs d'entre vous font ça. Là. Si vous sortez dehors, puis il fait moins 10, puis pendant la soirée, à un moment donné, ça tombe à moins 25, puis ça arrive des fois que ça fait ça par chez nous, ben, la collimation n'est plus vraiment bonne rendue là, les trucs se contractent, les miroirs bougent, vous êtes off. Il faut refaire de la collimation. Moi, ça m'arrive de faire des collimations 2-3 fois pendant une session, quand il se met à faire particulièrement froid l'hiver surtout. Ça vaut la peine, je pense. On va avoir des belles images. J'utilise des bacs de parafocalisation, surtout depuis que j'ai ma caméra ZWO. Avec la DBK, ça allait bien. Je mettais mon oculaire, je faisais mes choses. Je regardais à l'oculaire pour trouver ma cible, la centrer. Je mettais ma caméra. J'étais à peu près au focus. J'étais à peu près au foyer quand je faisais ça parce que ça a donné par hasard donc ma caméra DBK était à peu près parafocale avec mon oculaire. Avec la ZWO, c'était plus le cas. Genre, je mets mon oculaire, j'ajuste mes choses, je mets la caméra, puis c'est noir. Je ne vois plus la cible. Je suis complètement hors focus. Alors, je me suis arrangé pour être parafocal en mettant des bacs de parafocalisation pour que mes choses soient à peu près interchangeables, puis que j'ai très peu de mouvements à faire pour aller rechercher le foyer par la suite. Ça me sauve du temps, ça me sauve de la patience, finalement. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très dispendieux puis qui vaut la peine. Je pense que c'est un bon truc à donner à des gens qui débutent puis qui auraient ce problème-là puis qui se décourageraient parce qu'ils mettent la caméra puis ils ne voient rien. Puis là, ils disent, c'est plate, il faut que j'essaie de retrouver ma cible. Puis la cible a bougé, puis on touche au télescope quand on fait ça, on perd la cible. Finalement, la cible n'est même plus dans la région qu'on voit à la caméra. Des petits outils simples qui peuvent aider. J'en ai pas encore, mais je prévois éventuellement là, utiliser un ADC, un correcteur de dispersion atmosphérique, probablement le ZWO, qui n'est pas trop dispendieux. Les planètes sont basses ces temps-ci. Je pense que ça va être pire encore les prochaines années, si j'ai bien compris. Donc, ça vaut la peine quelque chose qui est maintenant quand même plus trop dispendieux, de peut-être se donner un petit coup de main pour avoir des images d'une qualité un petit peu meilleure avec l'équipement qu'on a. Alors, c'est un projet futur. On a toujours des projets, c'est le fond en astronomie, c'est facile de se créer des projets. Moi, c'est un de mes projets futurs. OK. Mes cibles. Ma cible préférée, ceux qui aiment les statues, j'ai des petites images de statues. En bas, vous reconnaissez la face d'un personnage célèbre. C'est le bon vieux Jupiter. J'ai mis en lettres d'or parce que c'est ma cible préférée. La raison pour laquelle c'est ma cible préférée, c'est qu'elle offre une variété incroyable d'images qui sont possibles. Jupiter elle-même, les bandes de couleurs qu'on voit dessus, la grande tache rouge, c'est des choses formidables à voir, autant visuelles que sur photo. Même quand la grande tache rouge n'est pas là, c'est pas grave, il y a encore plein de belles couleurs à voir. C'est comme une boule de Noël, cette affaire-là, c'est vraiment plaisant. Je pense que moi, je n'ai jamais eu l'occasion de voir d'autres cibles planétaires ou lunaires pour lesquelles j'avais autant d'intérêt et autant de plaisir. En plus de ça, il y a les lunes. Alors, vous en avez une ici, là, on a mentionné plus tard dans une présentation que Callisto est une lune avec un très faible albédo, qui est très grise, disons. Il y a un petit point noir là, sur Jupiter, c'est Callisto qui passe là-devant. Ce n'est pas une ombre, c'est Callisto elle-même. Alors, les lunes ajoutent encore une attrite supplémentaire. C'est encore plus de variété pour la même cible. On a plein de choses qui sont le fun sur Jupiter. On a les lunes qui changent constamment, qui donnent un balai qui permet d'avoir toutes sortes d'images différentes à chaque fois qu'on regarde Jupiter, finalement. Alors, en bas, la résolution d'écran ne permet pas de bien le voir ici, là, mais je pense que j'avais 2 lunes sur l'image. Comme moi, d'ici, je ne vois pas très bien la deuxième. Là. Ici aussi, il y a 2 lunes, mais elles étaient comme collées l'une sur l'autre. C'était une année où on avait un phénomène des FEMU, les phénomènes mutuels des lunes de Jupiter. Les lunes semblent
pratiquement passer une à côté de l'autre ou quelquefois se croiser, là. Ça, j'ai eu bien du plaisir avec ça. C'est l'hiver où j'ai fait le plus d'observations. C'était pour les fémus. J'ai adoré ça. Je pense que j'ai jamais passé autant d'heures dehors dans le fond de ma cour là, que cet hiver-là, à cause de ce phénomène-là. Je trouvais ça épatant. Ici, j'avais 3 lunes. Je pense qu'on les voit. Oui. Parce que moi, ici, j'arrive à les voir. On voit mieux au centre. Hein? Oui, ici, on voit mieux. Les gens sur le côté, vous n'êtes pas chanceux. On voit un petit peu moins bien sur le côté. Alors, Jupiter a 4 grandes lunes, 4 grands satellites galiléens. Je n'ai pas pris d'image ici avec les cartes parce qu'on voit déjà les cartes là, sur ces images-là. Vous avez Callisto, Ganymède, Europa et Io. Pour identifier les lunes et prévoir leur position, moi, ce que j'aime utiliser beaucoup, dans le logiciel WinJupo, je ne sais pas si vous savez ça, il y a un petit onglet pour les éphémérides qui vous permet d'aller chercher non seulement la grande tache rouge, savoir si elle va être visible, mais en plus savoir si les lunes vont être visibles et à quelle distance de la planète elles vont être, où elles vont être. Moi, j'aime beaucoup pour ça, pour prévoir les lunes et les identifier. Il y a d'autres logiciels qui font ça, mais moi, c'est celui que j'aime particulièrement utiliser. Puis WinJupo nous donne une super belle image. Je ne sais pas s'il faut dire WinJupo ou WinJupo, ça, je n'ai jamais su, mais que ce programme-là, je l'aime bien. Pour faire ça. Moi, je l'utilise pas pour faire de la dérotation et des choses comme ça, mais je l'utilise pour les éphémérides. L'image en bas à droite, je voudrais juste montrer un petit détail. Là. Ces lunes-là ont chacune des diamètres différents. Là. Ganymède, c'est 5300 km, Europa 3100 et Io à 3600. On ne peut pas les calculer à partir de mes images, ce n'est pas si précis que ça. Là. On ne peut pas non plus en voir vraiment une image qui permet de juger leur grandeur relative exacte. Par contre, si on grossit, on peut voir qu'il est possible de juger quand même quelle est la plus grosse et quelle est la plus petite de ces lunes. Ça, c'est le fun. Avec un télescope de 8 pouces, on peut faire ça. Alors, vous avez la plus grosse, qui est Ganymède, ici, parmi les 3 qu'on voit. Celle-ci, une taille intermédiaire, le Europa. Puis Io, c'est clairement la plus petite. Là. Si on regarde bien, on voit qu'elle est un peu plus petite quand même que ce qu'on voit pour Europa. Ou Europe, si vous préférez. En français, je pense qu'on va dire Europe. Mais Europa, je trouve ça plus joli. Avant que Jupiter devienne ma cible préférée, c'était Saturne, ma préférée. Désolé, Rock, il y a toutes sortes de mondes sur la Terre. Moi, c'est pas Jupiter, c'est pas Saturne, ma préférée maintenant. C'est Jupiter. Mais avant, c'était Saturne. Je l'aimais vraiment beaucoup. Puis le bonhomme à gauche, c'est le bon vieux Saturne. C'est affreux, hein? C'est un dieu qui mangeait ses enfants. Je ne veux pas vous fasser des cauchemars. Je vais vous montrer des images plus sympathiques de Saturne. C'est beaucoup mieux. Mais les images les plus sympathiques, les plus fun, c'est ceux que nous, on peut faire avec nos télescopes. Ce sont quelques-unes que j'ai fait au cours des 2 dernières années. Elles ont toutes leurs imperfections. Je n'ai pas un système qui permet d'avoir des trucs parfaits. Mais moi, ça ne prend pas grand-chose que je sois content. Si je vois quand même assez bien, puis presque partout, presque tout le tour, la division de Cassini, je suis déjà très content. Si je vois des bandes de couleurs sur le disque planétaire, ça me rend très heureux, même si mes couleurs changent un peu d'une fois à l'autre. Je n'ai pas des couleurs exactes. De toute façon, les couleurs, on l'a déjà dit ce matin, c'est plus ou moins important des fois, hein, fait que c'est ce que je me dis. Là. Mais je vois des couleurs, c'est le fun. Puis, à l'occasion, si les turbulences sont vraiment moindres, puis que je suis très chanceux, ça m'arrive de voir des lunes. Je vois surtout Titan, qui est la lune la plus grosse. Mais parfois, ça m'arrive de voir d'autres lunes que si vous êtes au milieu de la salle, vous voyez plus ou moins, là, mais sur mon écran, moi, je les voyais. En tout cas, il y a des lunes là-dessus, qui sont difficiles à voir ici aujourd'hui. J'avais 6 lunes cette fois-là qu'on pouvait voir. Pour identifier les lunes, c'est comme tantôt, j'utilise le programme WinJupo qui permet de bien les identifier et prévoir leur position autour de Saturne. 3 autres cibles que j'ai bien aimé faire, je les fais moins souvent par exemple. Entre autres parce que je suis un petit peu paresseux, j'aime ça faire des choses faciles. Alors, je fais de la Lune et les grosses planètes qui sont faciles à trouver dans le ciel et à photographier. Celles-là sont un peu plus délicates à faire. Vous connaissez Vénus en haut à gauche. Par contre, ce qui est le fun avec Vénus, c'est qu'elle a des phases comme la Lune, comme vous le savez, puis c'est vraiment plaisant. Alors, il y a quand même une bonne variété d'images à faire avec Vénus, même si on ne voit pas beaucoup de détails sur sa surface. Ça peut être vraiment le fun de suivre l'évolution des phases de Vénus. À droite, vous connaissez l'aventurier Mars. C'est une petite Mars que j'avais fait. On voit bien la calotte polaire. On voit aussi des détails assez évidents sur Mars. C'est vraiment plaisant. Et en bas, vous avez un grec. Je pense que les planètes sont identifiées selon des dieux romains.
Celui-là, c'est un dieu grec, qui à l'origine qui s'appelait Ouranos, qui s'est fait appeler par la suite Uranus. J'ai fait une petite Uranus il n'y a pas très longtemps. Une chose qui est frappante ici, quand on regarde ces trois planètes-là, c'est que Mars a quelque chose de particulier. C'est vraiment frappant. Il y a des détails qui sont identifiables. Alors, pour identifier ces détails-là, je vais vous montrer quelques petits outils. Et aussi pour confirmer leur existence. Des fois, on voit des choses, on n'est pas sûr si c'est vrai, si c'est correct. Ce qu'on voit, ce n'est pas des artefacts. C'est les outils que j'utilise essentiellement pour faire ça, pour confirmer et identifier les structures qu'on peut voir sur Mars. Alors, à droite, je vous ai dit qu'il y avait une application à Stellarium qui était différente de celle de juste prévoir ce qui se trouve dans le ciel, puis savoir si on va être capable de les voir ce soir-là. Si vous allez faire un zoom avec Stellarium sur les planètes, vous pouvez voir une image de ce type-là, qui est quand même assez fidèle à ce que moi je voyais avec mon télescope. L'image de Stellarium, par contre, a un contraste qui n'est pas énorme, une définition qui n'est pas très élevée non plus, mais ça nous donne une idée si ce qu'on voit, c'est vraiment réel en termes de structure sur Mars. Vous avez ici l'URL pour aller chercher Stellarium si vous ne connaissez pas. Sur le site de la NASA, il y a un outil qui s'appelle le JPL Solar System Simulator. C'est le Jet Propulsion Laboratory. Ça donne quelque chose de semblable à Stellarium, mais un petit peu mieux défini, avec un contraste un peu meilleur. Alors c'est plus le fun, on peut voir un petit peu plus de détails sur ces images-là. Alors ça a confirmé aussi. Toutes ces images-là vont être semblables au bout du compte. C'est juste des outils différents pour les générer. Avec WinJupo, bien sûr. Le contraste, je trouve qu'il est encore meilleur. Plus de détails, alors je l'ai pris 5 encore plus. Moi, c'est celui que je préfère utiliser en général. Mais c'est bien d'en regarder quelques-uns pour être sûr au moins qu'il n'y a pas d'erreur dans les logiciels, dans les programmes, là. C'est le fun, ça permet de confirmer que ce qu'on voit existe vraiment. Notre image ne contient pas trop d'artefacts, mais ça ne nous donne pas d'idée sur l'identification des structures. Qu'est-ce qu'on voit, comment ça s'appelle? Il y a un outil pour ça qui est sur le site web de la revue Sky and Telescope, qui est une carte en 2 dimensions, qui s'appelle Mars Profiler. L'adresse URL est assez compliquée, essayez pas trop de la noter, c'est vraiment long, mais si vous faites un Google avec Mars Profiler, Sky and Telescope, ça va sortir assez bien. C'est en 2 dimensions. Des fois, c'est un petit peu embêtant de voir si ce qu'on a ici, sur une planète, ça correspond à quoi. Ici, c'est quand même assez évident pour la majorité, mais ça ne l'est pas toujours. L'idéal, ce serait d'avoir une carte comme ça, sur une vue de la planète ronde, disons. Ça permettrait d'avoir quelque chose qui est fidèle à l'image qu'on voit au télescope. Il y en a d'autres que moi qui ont eu la même réflexion que moi, puis qui ont fait ça plus ou moins en parallèle pendant que moi j'essayais de le faire. Entre autres, un astronome amateur qui s'appelle Mike Phillips, et l'URL est vraiment terrible ici, c'est super long. Encore là avec Google, je pense qu'on peut le retrouver sans trop de problèmes. Il a créé un petit protocole pour faire ça. Il suffit essentiellement d'aller remplacer une image dans WinJupo, dans le directory, dans le folder, le dossier du programme, concernant les textures. On peut changer les textures de Jupiter. On peut garder l'ancienne texture qui était déjà là. Elle n'est pas l'effacer, peut-être un peu. C'est bien de d'y retourner si on veut. Mais il faut en acheter une autre puis la modifier dans le programme. Il y a des trucs faciles pour faire ça. Alors on peut comme ça créer une image qui va nous donner une vue circulaire comme ça, mais avec l'identification des structures. Ça, c'est une que moi j'ai fait en suivant le protocole de Michael Phillips. Dont les URL sont indiquées là à titre informatif. Ça va peut-être changer, des fois ça change avec le temps sur Internet. Là. Et ça, c'est celle originale à droite là, de Michael Phillips. Elle est un petit peu différente. Moi, la mienne, je l'ai fait un petit peu plus contrastée. Il y a des détails que j'aimais mieux voir un petit peu mieux. Je l'ai changé un petit peu. Mais j'ai suivi les mêmes principes essentiellement que Mike Phillips. C'est des outils utiles pour confirmer, identifier les structures sur Mars. Une autre cible que j'aime bien, j'ai mentionné que je faisais aussi du lunaire. Moi, j'ai ma propre théorie concernant la formation des cratères sur Mars, mais les gens, ils ne croient pas ça en général. Ici, vous connaissez Séléné, qui est la déesse de la Lune. On va voir quelques images de Lune. La Lune est une cible intéressante. Il y a aussi pas mal de choses à voir. Il y a des cratères, il y a des montagnes, des rainures, des dômes, qui sont des trucs assez subtils. Ici, il y avait un dôme. Je ne sais pas si on voit-tu bien dans la salle. On peut voir le dôme quand même, pas pire. Là.
Euh, il y a de quoi s'amuser quand même longtemps sur la Lune. Moi, j'aime bien la Lune. Il y a toutes sortes de monde, hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime la Lune. J'aime ça regarder la Lune. Je trouve ça plaisant. Il y a des choses intéressantes à voir. Surtout quand on est limité comme moi, puis qu'on a de la misère là, à voir des choses dans le ciel. La Lune est facile à trouver, puis j'aime ça. Il y a un logiciel que j'aime bien. J'ai quelques livres aussi, mais souvent, je me réfère à un logiciel qui s'appelle l'Atlas virtuel de la Lune, qui est gratuit, puis qui permet de générer des bonnes images, assez fidèles à ce qu'on voit en temps réel sur la Lune. C'est comme Stellarium et les autres logiciels. Vous pouvez programmer la date et l'heure, puis voir vraiment ce qui est visible en tenant compte des ombres. Alors, le sud de la Lune, vous reconnaissez ici Clavius. Vous avez Tycho ici. Je n'étais pas content après avoir fait ça. Je me suis dit, hey, j'aurais dû centrer mon truc autrement pour aller chercher le mur droit qui était un petit peu au-dessus de mon image. Donc, j'en avais refait une autre en déplaçant un peu ma caméra. Donc, vous voyez encore Clavius, Tycho. Le mur droit il est ici. Bon, on le voit quand même pas mal. Par la suite, je me suis promené. J'ai dit, je vais mettre une barlow pour aller faire un zoom sur cette région-là. Ça m'a donné quelque chose de ce genre-là. Alors, on voit un petit peu mieux le mur droit. C'est pour vous garder réveillé. Le mur droit, il n'est pas vraiment droit. On voit sur une ligne avec des petits croches dessus. Là, fait que il ne porte pas vraiment son nom, mais il est à peu près droit. Un petit peu à droite, vous voyez un spot blanc. C'est le spot blanc de Cassini, Cassini's White Spot ou Cassini's Bright Spot. Quand c'est la pleine lune, il est super brillant. C'est quasiment aussi brillant que Tycho qui est à côté. Ici, c'est le fun, il n'était pas trop brillant. On peut voir les cratères-là qui sont autour. Ça fait une image qui est plaisante. Il y a une rainure à gauche que je ne voyais peut-être pas, c'est dans une zone sombre. Moi, je la voyais à mon écran. Là. On la voit mieux ici sur cet agrandissement là, avec une barlow. En fait, on la voit-tu vraiment? Elle est plus ou moins visible ça, dans les conditions actuelles ici. C'est la rainure des Odius qui monte jusqu'au cratère Esodius. Je trouve ça plaisant, les rainures. Ça m'intéressait plus ou moins avant, mais j'ai commencé à y prendre goût. Je retourne à l'image de tantôt, puis vous pouvez peut-être imaginer que quand je me suis amusé avec ma barlow, il y a une autre région qui m'a donné le goût d'aller visiter. C'est la région en bas autour de Clavius. Alors, avec une barlow, ça m'avait donné ça. Peut-être certains d'entre vous ont vu le film récemment qui mettait en vedette Clavius. C'est rendu Clavius, et même au cinéma, c'est populaire, cette cible-là. Une autre vue d'à peu près la même région ici, mais dans des conditions différentes, lors d'une autre phase lunaire, où on voyait très bien les raies autour de Tycho. C'est un autre avantage de la Lune, c'est que les images changent selon les phases. Les raies lumineuses sont différentes, les ombres sont différentes aussi. C'est quelque chose qui se renouvelle sans arrêt. Même pendant la même soirée, ça change un petit peu. Un petit peu plus au nord, on a le mur droit ici comme référence par rapport à tantôt. OK, vous reconnaissez ici Copernicus. Juste en haut, vous avez des montagnes, c'est les monts Carpates. Puis en haut de ça, vous avez le sud de la mer des pluies. Pour vous situer, moi je fais une petite visite guidée en passant, là, si vous n'êtes pas habitué de vous promener sur la Lune. J'ai fait un zoom sur cette zone-là avec une barlow. Okay, ça m'a donné ceci. Ça m'arrive souvent, je me promène, puis j'alterne, je mets ma barlow, je l'enlève. Ça fait partie du plaisir. C'est selon l'inspiration du moment, je me promène comme ça. Vous reconnaissez Copernicus de tantôt ici. Puis juste en haut, vous avez le sud de la mer des pluies que j'ai mentionné. Puis entre les deux, il y a un cratère de taille moyenne qui s'appelle Gay-Lussac. Et il y a une rainure juste en bas. Ah, j'aime ça, les rainures. Moi. Alors, on la voit un petit peu mieux, celle-là. Alors, ça faisait partie de ma visite dans ce coin-là, cette fois-là. Une autre vue de la même région, mais une autre phase lunaire. On voit un petit peu plus les raies lumineuses autour de Copernicus. La mer des pluies, une région que plusieurs aiment beaucoup, c'est la région préférée de plusieurs sur la Lune, avec raison, c'est beau dans ce coin-là, il y a plein de choses à voir. Vous connaissez Platon à droite en haut, le cratère qui est à peu près rond. On voit un petit peu à droite aussi la vallée des Alpes. Il y a quelque chose en haut, juste en haut de la mer des pluies, pour ceux qui sont habitués. Ce n'est pas un gros nuage qui se trouve là, c'est la mer du froid, qu'on voit maintenant un petit peu mieux. Moi, j'ai toujours trouvé que Platon, ça ressemblait, tu sais, les espèces de trampolines dans les vieux films, avec Charlie Chaplin, les pompiers prenaient pour que les gens sautent en bas des édifices en flammes. Là. Ça ressemble à ça un petit peu, Platon. C'est comme une trampoline. C'est vrai, il y a plein de choses de fun à faire sur la Lune. La même région, un autre soir, avec
une autre vue. Un petit peu plus à droite, je suis allé chercher la mer de la Sérénité conjointement avec la mer des Pluies. Les noms des places sur la Lune, ça fait rêver, c'est poétique un petit peu. Je vais vous montrer maintenant quelques GIFs animés. Pour faire des GIFs animés, j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle Benetton Movie Gift. Ça permet facilement de mettre ensemble des images pour faire une image animée. J'ai mentionné tout à l'heure que je prenais le logiciel PPP dans certains cas pour centrer mes choses quand je fais ça. Ça, c'est compatible, c'est facile à utiliser. Celle-ci, c'était il y a à peu près un an, c'était lors de l'éclipse lunaire. J'avais centré ma monture équatoriale le mieux possible pour être sur l'ombre de la Terre, de façon à voir la Lune entrer dans l'ombre de la Terre. Et si vous regardez bien, vous pouvez voir deux cratères lumineux. On les voit un petit peu. Ils ont des raies lumineuses autour d'eux. Je vais peut-être essayer de les pointer quand on va les voir. Ils sont ici et ici. Ici. Ils sont appelés les headlights, si vous lisez les livres de Charles Wood. Charles Wood, ou si vous regardiez à l'époque le site web LPOD, il était question de ça. Là. Ce sont deux cratères qui sont particulièrement brillants avec leur raie lumineuse. On les voyait bien. En tout cas, on les voyait quand même à travers le gris pendant l'éclipse. C'était plaisant de voir ça. Jupiter, ma cible préférée. Ici, la qualité de Jupiter n'est pas énorme. Je vais juste vous montrer de quoi ça a l'air pendant 1 heure. Comme Rock vous avez montré un exemple tantôt d'un GIF semblable pendant 2 heures. Ceci, c'est 1 heure. Alors, dans 1 heure, on voit la grande tache rouge qui bouge de cette distance-là à peu près. Une rotation complète de Jupiter, là, ça se fait dans à peu près 10 heures, un peu moins que 10 heures. Il y a une lune à droite, on la voit un petit peu, c'est Callisto qui est très sombre, qui était venu faire un petit tour sur mon image là, pendant que je prenais mes films. Un autre GIF animé, où on voit le fameux phénomène mutuel des lunes de Jupiter, un FEMU. Vous voyez à droite les deux lunes qui semblent, c'est une illusion, elles semblent tourner une après l'autre, elles courent une après l'autre plus ou moins, parce que c'est un GIF animé qui est en boucle, alors ça montre, il y a une lune bien sûr qui passe devant Jupiter, l'autre passe derrière, puis elles semblent se croiser. Comme le GIF est en boucle, on dirait que les deux lunes tournent l'une autour de l'autre. En plus, on dirait qu'elles vont se frapper, quasiment se frôler. Bien sûr, c'est une illusion. Les satellites de Galilée n'étaient pas devenus fous, inquiétez-vous pas. Un autre FEMU entre Europa et Ganymède, qui était à gauche de Jupiter cette fois-là pour faire le changement. Puis j'avais ma grande tache rouge qui était là aussi. C'était un attrait supplémentaire pendant ce phénomène-là. C'est comme tantôt, on voit les deux lunes qui semblent se frôler, qui semblent se courir une après l'autre. Ça a été mon préféré. Ça, ce soir-là, c'était formidable. Puis il a fallu que je me couche à un moment donné, mais j'aurais aimé ça passer toute la nuit pour voir ça jusqu'au bout. Il y avait plein de choses qui se passaient. Europa était derrière Jupiter. La grande tache rouge se préparait à passer derrière la planète. Juste comme la grande tache rouge passait derrière la planète, Europa a surgi à gauche. Et elle s'est mise à se diriger à gauche vers Ganymède, en plein centre de Ganymède. Et juste comme elle allait entrer en contact, de façon illusoire, avec Ganymède, l'ombre de Ganymède est apparue sur Jupiter. Europa est ensuite complètement derrière Ganymède. Et Io, qui est à droite, allait sortir du cadre de mon image pendant que l'ombre bougeait sur la planète. Et si j'avais continué, j'aurais pu voir Ganymède passer devant Jupiter et suivre son ombre. Mais il fallait que j'aille me coucher, je travaillais le lendemain matin. Alors ça s'est arrêté là. Mais ça, c'est vraiment le mieux que j'ai eu là, en termes de phénomène mutuel. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. La qualité de ma Jupiter n'est pas superbe. L'image est plus ou moins floue, les couleurs bougent. En tout cas, la turbulence n'était pas très bonne. C'était vraiment pas un bon soir. Mais le spectacle était bon avec les lunes. Donc j'ai vraiment apprécié. On ne peut pas tout avoir en même temps, mais au moins j'avais un beau show avec les lunes. Ici, je voulais juste vous montrer parce que j'avais 2 éclipses simultanées avec 2 lunes en même temps. Alors on voit deux lunes à droite, puis les ombres qui arrivent là, sur la planète. La deuxième ombre arrive maintenant. Ce que j'aimerais dire, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire ces trucs-là, à m'amuser, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des suggestions. Puis des fois, je n'en demandais même pas. Les gens, ils disaient hey, « je vois que tu fais ça, puis tu devrais essayer ça ». Ça a toujours été très amical. Je trouve que la communauté des astronomes amateurs au Québec est très amicale puis est très altruiste. C'est vraiment plaisant. Je pense que c'est important que ça reste comme ça. C'est un passe-temps qui peut être très intéressant puis pour lequel
Par contre, il peut être facile de se décourager parce qu'il y a toujours des choses qui vont de travers, là. Mais si au moins on a du support de nos collègues amateurs, ben, ça facilite les choses, ça permet d'avoir plus de plaisir, puis ça permet de permettre à plus de gens d'avoir du plaisir. Alors c'est un petit peu un de mes buts ce soir, là. Si je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissiez déjà la majorité de ce que j'ai dit, mais si ça peut vous inspirer pour transmettre ces informations-là à d'autres, des fois on ne sait pas trop quoi dire à des gens qui débutent, bien, il y a peut-être des choses dans ça que vous pouvez leur dire puis leur transmettre, faire en sorte de redonner au suivant, permettre à d'autres ensuite d'avoir du plaisir, puis qu'eux ensuite puissent permettre à d'autres d'avoir encore plus de plaisir. Les choses évoluent beaucoup, ça change constamment. Moi, j'ai du matériel qui n'est plus vraiment à date, c'est obsolète, là. Ma caméra est rendue une vieille caméra. Mon télescope a plus de 10 ans, mais il fonctionne encore. Ça ne prend pas grand-chose pour avoir du plaisir, puis pour faire des choses intéressantes, je pense. Il y avait encore plein de choses à faire. Moi, je sens que je n'ai pas fini de faire tout ce que je peux avec mon équipement. J'ai encore le goût d'essayer des choses et des idées que je n'ai pas encore appliquées. Alors, je crois que c'est ce genre de choses qui fait que c'est un passe-temps qui est bon pour la vie. Alors, je voudrais remercier beaucoup encore Denis qui m'a invité. Merci à vous tous pour votre attention. Puis, si vous avez des questions ou des commentaires ou des suggestions ou des choses que vous voulez partager, peu importe, là, c'est le temps. Sur les photos de Jupiter, il faut que tu rehausses tes lunes séparément par rapport à Jupiter elle-même. OK. Pour Jupiter, les 4 lunes qu'on voyait ont l'avantage d'être vraiment très brillantes, en tout cas pas mal brillantes. Même Callisto, qui est la moins brillante, est quand même visible sans les rehausser séparément. Par contre, ce qui est bien de faire, je sais que Rock fait la même chose, c'est de faire notre mise au point sur les lunes avant de partir notre capture d'image. Si la mise au point est faite sur les lunes, ben on va les voir là, pendant le film. Elle va être très visible. Si vous faites votre mise au point sur des détails sur la planète, peut-être vous n'allez pas attraper toutes les lunes, ou peut-être pas aussi facilement, peut-être pas aussi intense. Ça, c'est pour Jupiter. Pour Saturne, je ne la fais pas souvent, mais elle est plus difficile. Moi, pour faire les lunes de Saturne, là, je les ai fait séparément. C'est un assemblage de deux séries d'images. Sauf Titan, que j'arrive parfois à voir toute seule, quand les conditions sont bonnes, mais je n'ai pas un équipement là, très poussé. Là. Pour moi, c'est comme ça. Il y a des gens qui réussissent à capturer Titan et quelques lunes de Saturne sans faire ça. Mais pour moi, il faut que je les fasse séparément. Jupiter est beaucoup plus facile.